Traitement anti-tabac remboursé comme n'importe quel médicament, vaccination anti-grippe en pharmacie, dépistage du cancer du col de l'utérus et que sais-je encore, le gouvernement français a tenu compte de tous ces paramètres dans son plan de santé. De nouvelles régulations apportées à la lutte anti-tabac, à la grippe et au cancer. Signe de son importance, ce plan priorité prévention a été présenté par Édouard Philippe et la ministre de la Santé en France. Votre médecin pourra vous prescrire ces substituts nicotiniques et vous pourrez en obtenir le remboursement comme n'importe quel médicament. C'est à la fois une question d'égalité très réelle devant l'accès à un traitement qui coûte cher, mais aussi une question d'équilibre. D'un côté, on augmente le prix du paquet de cigarettes, mais de l'autre, on facilite l'accès au traitement de substitution. Il ne s'agit donc pas de taxer pour punir, mais inciter, orienter en offrant une vraie solution. Je le dis aux 6 millions de Français fumeurs qui veulent arrêter, c'est le moment de passer à l'acte. Nous accusons aussi un retard important en matière de vaccination, notamment contre la grippe. Le gouvernement précédent avait expérimenté dans certaines régions la vaccination par des pharmaciens qui sont présents dans un grand nombre de territoires. Cette mesure a démontré son efficacité, nous allons donc la généraliser. Dès l'année prochaine, vous pourrez vous faire vacciner contre la grippe chez votre pharmacien. Parmi les autres mesures notables, le plan propose d'agrandir le pictogramme interdit aux femmes enceintes sur les bouteilles d'alcool en 2019 et de renforcer le dépistage de l'hépatite C pour éliminer cette maladie à l'horizon 2025. Au total, ce plan représente un investissement de 400 millions d'euros pour 5 années selon le gouvernement. 2 jours après cet incendie, les circonstances du départ de feu n'ont pas encore été établies. Les autorités attribuent cette catastrophe à de nombreuses violations des règles de sécurité. Vladimir Poutine, tout juste réélu, a rendu visite à des victimes hospitalisées et déposé une gerbe sur le site de l'incendie dans la ville de Kemerovo. Je voudrais dire que tout le pays est en deuil avec vous. Je voudrais offrir mes plus sincères condoléances aux familles des personnes décédées. Que se passe-t-il ici? Il ne s'agit pas d'hostilité armée. Il ne s'agit pas d'une fuite inattendue de méthane dans une mine. Des personnes, des enfants étaient venus ici pour se détendre. On parle de problèmes démographiques, mais trop de gens meurent et à cause de quoi? À cause de négligence criminelle, du laisser-aller. Comment cela a-t-il pu arriver? La colère montait mardi en Russie. À Kemerovo, où le centre commercial a brûlé pendant des heures dimanche et lundi, plusieurs centaines de manifestants, dont de nombreux proches des victimes, se sont rassemblés toute la journée. Ils ont pris à partie le vice-gouverneur de la région, Sergei, qui s'est agenouillé pour leur demander pardon. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Le comité d'enquête ayant indiqué avoir dressé une liste de 67 personnes portées disparues. Un week-end particulier pour toute l'Amérique, une marée humaine exceptionnelle sur les grandes artères de la plupart des États, Washington, Californie, pour ne citer que ceux-là, pour manifester contre l'usage abusif des armes à feu. En tête de peloton de la plupart des marches, les jeunes gens. La gigantesque mobilisation évaluée dans l'ensemble à plus d'1 million de personnes intervient après la tuerie dans un lycée de Floride qui a fait 19 morts. D'origine spontanée, cette initiative est devenue la plus grande manifestation contre les armes à feu de l'histoire des États-Unis. Plus jamais ça était le mot d'ordre fédérant adultes et adolescents révoltés par la répétition des fusillades dans les écoles. D'une seule et même voix, les manifestants ont crié leur frustration alimentée par l'inaction des législateurs et des pouvoirs publics réticents à agir contre la NRA, le puissant lobby des armes. Même si cette fois-ci, de nombreux élus démocrates ont participé à la marche et appelé publiquement à légiférer, le Congrès sur la question est toujours au point mort, car les républicains majoritaires dans les deux chambres restent largement inflexibles. Les armes font plus de 30 000 morts par an aux États-Unis avec, pour cible facile, la jeunesse en pleine scolarisation.
Dès les premières heures de lundi, des dizaines de personnes faisaient la queue devant les bureaux de vote en Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi a été parmi les premiers à voter dans une école du quartier Khairot d'Héliopolis, placée sous haute surveillance. Très tôt déjà, des supporters de Sisi dansaient en brandissant des drapeaux égyptiens devant plusieurs bureaux de vote. La sécurité est renforcée à l'occasion, vu les menaces du groupe État islamique qui a promis de s'en prendre à des lieux liés aux élections. Détecteurs de métaux et soldats en armes à l'entrée, véhicules blindés stationnés dans plusieurs points de la capitale. Les mesures de sécurité prises par les autorités étaient ostensibles lundi. Quelques 60 millions d'électeurs sur près de 100 millions d'habitants sont appelés à voter sur 3 jours. Dans ce scrutin, les Égyptiens ont le choix entre Sisi, 63 ans, archi-favori, et Moussa Mostafa Moussa, 65 ans, unique rival, mais aussi partisan déclaré du président. Tous les autres candidats potentiels ont été écartés, emprisonnés ou découragés. Dans ce contexte, les regards se tourneront vers le taux de participation susceptible de légitimer une réélection. Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril. À la dernière présidentielle, Abdel Fattah al-Sisi avait atteint 37% après 2 jours de scrutin, puis 47,5% après une prolongation d'une journée. En 2014, Sisi faisait déjà face à un seul adversaire, Abdine Sabahi, figure connue de la gauche. Il l'avait emporté par 96,9% des voix. La police a dû intervenir en fin de matinée pour lever le barrage formé à l'aube à hauteur de Figueira, près de la frontière française. D'autres routes ont été coupées dans la matinée, de même que les accès nord et sud de Barcelone, où des milliers de manifestants avaient affronté la police pendant des heures dimanche. Les échauffourées avaient fait une centaine de blessés légers, dont 22 policiers. Les comités occupent le terrain alors que les partis indépendantistes ont été décapités par une série d'inculpations et d'incarcérations vendredi dernier et surtout l'arrestation dimanche de Carles Puigdemont. L'ancien président catalan, destitué par le gouvernement Madrid après la déclaration d'indépendance de la Catalogne le 25 octobre dernier, attend que la justice allemande se prononce sur son éventuelle extradition vers l'Espagne où il est accusé de rébellion. La justice allemande dispose d'un délai de 60 jours pour trancher sur la remise de Puigdemont à Madrid. Elle aura à décider si les infractions similaires à celles pour lesquelles l'intéressé est poursuivi en Espagne existent en droit allemand. L'homme est inculpé de détournement de fonds publics et, comme 12 autres dirigeants indépendantistes, de rébellion, délit passible de 30 ans de prison en Espagne. Les manifestations ont été organisées par les comités de défense de la République, des groupes radicaux qui ont annoncé lundi le lancement d'un cycle de protestation permanente. C'est du commissariat Saint-Léonard d'Édimbourg que l'ex-ministre catalane a été présenté à un tribunal de la capitale écossaise. Au cours de la courte audience, elle s'est opposée à son extradition vers l'Espagne. Elle est ressortie libre du tribunal, non sans avoir remis son passeport aux autorités. Les autorités espagnoles souhaitent extrader Clara pour rébellion violente et détournement de fonds publics pour avoir participé à l'organisation du référendum. Mon équipe juridique est chargée de défendre fermement Clara car elle considère ces accusations comme une persécution politique et une tentative systématique d'anéantir l'esprit du peuple catalan et son désir de liberté. Elle ne croit pas que les tribunaux espagnols puissent garantir l'indépendance, les droits de l'homme ou la justice. Clara reste provocatrice, résolue et déterminée à se défendre. Une levée de fonds a été lancée mercredi sur Internet pour soutenir la défense de l'ex-ministre catalane, récoltant plus de 108 000 € en quelques heures. L'ex-dirigeante figure parmi les 6 indépendantistes catalans partis à l'étranger pour lesquels la Cour suprême espagnole a émis ou réactivé vendredi des mandats d'arrêt européens et internationaux.
Réunion de réconciliation entre Zintan et Misrata, deux importantes villes rivales libyennes. Une première depuis les combats meurtriers qui les ont opposés en 2014 pour le contrôle de la capitale Tripoli. La rencontre réunit des représentants des groupes armés et des dignitaires de la ville de Misrata. Nous, à Zintan, croyons fermement qu'une réconciliation nationale complète et juste qui imprègne toute la Libye est une porte d'entrée pour construire la patrie et une barrière la protégeant des interventions extérieures et des ambitions régionales et internationales. Pour l'unité de la Libye et pour renoncer à la division entre frères dans toutes les régions de la Libye, nous sommes déterminés à rassembler les Libyens et à établir la sécurité, la sûreté, à répandre la justice et la tranquillité et à renoncer à la violence et aux tueries. À l'issue de la réunion, les représentants des deux villes ont mis en place une commission pour régler les questions en suspens, notamment le sort des prisonniers et des disparus. Les deux camps ont souligné la nécessité d'unifier l'armée et la police sous une autorité civile et de combattre le terrorisme. Misrata et Zintan étaient parmi les premières villes à se soulever contre le régime de Mouammar Kadhafi en février 2011. Leurs groupes armés ont pris le contrôle de la capitale Tripoli durant l'été 2011, signalant la fin du régime de Mouammar Kadhafi, capturé puis tué 2 mois plus tard dans sa ville natale de Sirte. La jeune femme et ses parents ont atterri jeudi à l'aéroport d'Islamabad. Leur visite prévue pour durer 4 jours n'avait pas été annoncée et leur itinéraire n'a pas été rendu public pour des raisons de sécurité. La jeune fille, visiblement très émue, n'arrivait pas à dissiper son état d'âme. J'ai toujours rêvé d'aller au Pakistan et là, en paix et sans crainte, je peux me déplacer dans les rues, je peux rencontrer des gens, je peux parler aux gens. Si j'avais eu le choix, je n'aurais jamais quitté mon pays. Les filles peuvent aussi bien être des politiciennes. Les filles peuvent aussi être des leaders. Et je pense que ce sont ces exemples que nous leur donnons qui les inspireront. Si elles ne voient pas d'exemple, elles ne se verront pas dans ce rôle. Elles ne se verront pas dans ce domaine. Alors, Mashallah, au Pakistan, nous avons des femmes extraordinaires qui ont été des leaders politiques. Nous avons une femme première ministre, ce que même certains des pays les plus développés et les plus avancés n'ont pas encore. Et nous avons des femmes qui vont de l'avant. Célébrée en Occident, mais son image est très controversée dans son pays où certains la considèrent comme un agent de l'étranger manipulé ou payé pour nuire au Pakistan. Outre les cercles islamistes radicaux opposés à l'émancipation des femmes, Malala est également critiquée par une partie de la classe moyenne pakistanaise qui lui reproche de ternir l'image du pays. Le drame s'est produit au commissariat principal de Valence, dans le nord du Venezuela. Alors que le parquet fait part d'un incendie, une ONG faisait état d'une mutinerie de dizaines de détenus. En effet, tout est parti d'une tentative d'évasion, selon l'ONG, une fenêtre sur la liberté. Les détenus auraient mis le feu à des matelas et se seraient emparés de l'arme d'un gardien. Selon les premiers éléments de l'enquête, 66 hommes sont morts ainsi que 2 femmes venues rendre visite à des détenus. Après la mutinerie, des membres de familles de victimes en proie à la confusion ont tenté d'entrer dans les locaux de la police de Valence. Dans les échauffourées, un fonctionnaire a été blessé par un jet de pierre. La surpopulation dans les prisons de Venezuela oblige les forces de l'ordre à utiliser les commissariats comme lieu de détention de longue durée, alors que selon la loi, la détention ne peut excéder 48 heures dans ces locaux. Le procureur a assuré que le ministère public entendait éclaircir de façon immédiate ces douloureux événements qui ont endeuillé des dizaines de familles vénézuéliennes et établir les responsabilités dans ce drame.